Donc, le titre de mon exposé, c'est un nouveau modèle hyperbolique des écoulements cisaillés en eau peu profonde, application au train de rouleau et au réseau hydraulique classique. Je vais expliquer après ce phénomène, qu'est-ce que c'est que train de rouleau et réseau hydraulique. C'est un travail en collaboration avec Gaël Richard, ici présent. Alors, d'abord, je vais rappeler une approche classique pour dériver à partir des équations d'Euler les modèles approchés de zones longues. Alors, l'approche classique consiste à dire que, voilà, on va simplifier les choses, on va supposer que l'écoulement est potentiel, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Puis, j'introduis un petit paramètre epsilon, paramètre de zone longue, le rapport l'épaisseur de la couche divisée par la longueur caractéristique. Et puis, éventuellement, je peux ajouter un second paramètre d'amplitude. Si je n'ajoute pas le paramètre d'amplitude, j'obtiens comme première approximation l'équation de Saint-Venant, puis une seconde approximation, l'équation de Green-Hardy. On peut le justifier dans l'espace différent, etc. Pour le cas de petite amplitude, l'équation de type boussinesque. Et puis, finalement, à la fin, on ajoute la dissipation à la main de façon phénologique. Comme ça, par exemple, on obtient l'équation de Saint-Venant. Ici, je considère le plan incliné qui fait l'angle phi avec l'axe horizontal. G, c'est la force de gravité en direction verticale. G chapeau, c'est la projection de G en direction d'un plan tangent. U, c'est la vitesse moyennée, et comme l'écoulement potentiel, ça signifie qu'il ne dépend pas de Z, il ne dépend pas de coordonnées verticales, parce qu'en approximation de zone longue, vorticité, vortex, est donnée par la formule simple, en gros, c'est epsilon carré Vx moins Uy, où U, vitesse horizontale, ou vitesse verticale. Si epsilon est petit, on peut dire que la vitesse est déterminée surtout par vorticité déterminée surtout par dérivée vitesse horizontale par rapport à y. Donc, ici, on suppose que U ne dépend pas de y. Donc, première équation, c'est l'équation de la masse, h, l'épaisseur de la couche, U, vitesse horizontale. Deuxième équation, c'est l'équation de la quantité de mouvement. On a fait ici l'hypothèse que la pression hydrostatique, ou plutôt, c'est comme première approximation, pression hydrostatique. On a ajouté avec les mains la force de traînée, si U, la norme de U. Si s'appelle le coefficient de Chézy. En général, c'est une fonction de nombre de Reynolds. Bon, bien, le système est très bon. Donc, le système hyperbolique, c'est un système qu'on donne aux étudiants, aux universités, pour calculer les valeurs propres dans le cas 1D, montrer que le système a le champ vraiment non linéaire au sens de l'axe. Voilà, on démontre quelques théorèmes. On construit les schémas numériques pour ces équations, schémas de type Godunov. Comme équation admet conservation de l'énergie, donc énergie sert l'entropie du système, tout va bien. Alors, maintenant, je vais essayer de montrer quelques exemples où ce modèle ne peut pas être utilisé, simplement. Avant de montrer, plutôt écrire les équations, je vais montrer le phénomène. Ce phénomène s'appelle le réseau hydraulique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, quelque part, j'ai un réservoir rempli d'eau. Voilà un canal. Un réservoir rempli d'eau, une vanne, donc écoulement du fluide qui est ici. Et à la fin, je mets un obstacle. Donc, si l'écoulement est supercritique, en gros, c'est déterminé par le nombre de Froude qui est égal V divisé par racine de GH, H l'épaisseur de la couche, V vitesse caractéristique. Si le nombre de Froude est plus grand que 1, l'écoulement s'appelle supercritique. Et ici, vous avez une sorte de mur, d'accord, même il est petit. L'écoulement devient sous-critique, et donc vous avez un changement, l'écoulement supercritique devient sous-critique, et donc finalement, quelque chose qui est comme une réseau hydraulique apparaît. Alors,
Donc, je montre le film que j'ai récupéré sur Internet. Donc, ce sont les TD ou TP dans une université américaine, voilà, qui montre comment est-ce que le réseau hydraulique se forme et quelle est surtout la forme de ce réseau hydraulique. Donc, il y a une petite couche, d'accord, qui va sortir du fluide. Voilà, on voit. Et bon, il y a un obstacle à la fin. L'écoulement devient sous-critique, un réseau hydraulique qui se forme. Et ce qui est intéressant de voir surtout la forme de ce réseau hydraulique. D'accord? Ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir comme les solutions des équations hyperboliques de Sandvinand. D'abord, il y a la largeur du réseau hydraulique. Et surtout, vous voyez un rouleau qui se forme. À l'œil nu, on voit clairement que l'écoulement n'est pas potentiel. D'accord? On a des tourbillons, et cette partie s'appelle rouleau, où il y a un tourbillon de grande échelle. Donc, écoulement potentiel, brusquement, devient écoulement non potentiel, avec vorticité. Et dans les livres classiques d'ingénieurs, donc il y a la Bible, livre de Chow, ben, il y a une sorte de description des réseaux hydrauliques qu'en fonction du nombre de fraudes, c'est une description zoologique. En gros, je décris ce que je vois. En gros, par exemple, les feuilles sont vertes en été, ils sont jaunes ou rouges, etc. Donc c'est pareil. Donc comme l'axe du temps, c'est le nombre de fraudes, en quelque sorte. Si le nombre de fraudes est un peu plus grand que 1, à vrai dire, c'est un peu exagéré, ce n'est pas 1,7, c'est plutôt 1,3 à peu près. Alors, l'écoulement a ce caractère, c'est une sorte de ressaut ondulaire. Puis, le nombre de fraudes augmente et on voit apparition de rouleaux, ce qu'on a vu déjà. Et puis, donc, des choses un peu plus fines, d'accord, on ne comprend pas trop, donc oscillating jump, bon, on verra plus tard la signification. Il n'y a aucun modèle. En gros, les hydrauliciens n'utilisent jamais l'équation de Sandvinand. La raison est que on ne peut pas décrire ces possibilités. Et lorsque nous sommes à l'université, donc, on donne aux étudiants la solution de ce problème. Donc d'abord, vous avez le système hyperbolique, donc vous avez l'écoulement supercritique, donc il y a deux caractéristiques qui rentrent dans le domaine, d'accord, à gauche, et l'écoulement devient sous-critique à droite, c'est une seule caractéristique qui rentre dans le domaine. Donc il faut imposer deux conditions à gauche, une condition à droite. Vous imposez condition à gauche en supposant que la solution est stationnaire et vous tracez la courbe h en fonction de x. Lorsqu'on dépasse le point critique, donc ça devient une asymptote verticale, donc c'est une critique qui apparaît. Vous prenez maintenant une condition initiale à droite, comme le débit est donné, il suffit de construire une courbe à partir des conditions aux limites à droite. Et bon, on cherche maintenant le rapport H1 et H2 tel qu'il vérifie les relations de Rankine-Hugoniot. Donc, vous avez construit la solution faible. Mais il est trop faible au sens qu'il n'écrit rien du tout. Parce que si on compare avec ce qu'on voit dans l'expérience, on voit qu'il n'y a pas de rouleau du tout. Longueur du réseau que nous avons obtenu à partir des équations de Sandvinand est 0. Tandis qu'ici, il y a une certaine longueur assez importante. Il est jusqu'à 1 mètre à peu près. Et surtout, il y a le tourbillon. Donc, il faut faire quelque chose. Deuxième exemple, les trains de rouleau. Et donc, train de rouleau, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous avez une plane inclinée, l'eau qui coule. Et au début, la surface est régulière. D'accord ? Et puis, les vitesses augmentent petit à petit. Et lorsqu'on dépasse un certain nombre de fraudes critiques, l'écoulement uniforme devient instable. Il y a un système quasi périodique qui se forme, donc les profils réguliers séparés par le réseau de petite amplitude. Et donc ce système périodique s'appelle rollways, ou les trains de rouleau. Et encore une fois, si je prends l'équation de Sandvinand, cette solution a été construite par Dressler en 1949. C'est un papier fameux dans Communications and Pure and Applied Mathematics, Current Institute Review. Et donc, pour ces équations, on construit une solution périodique, discontinue. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la stabilité de ces solutions périodiques. Donc, Valéry Lepidievski, Pascal Noble, Kevin Zumbrun en particulier.
Heureusement, les autres travaillaient pour le système hyperbolique et même de droite, donc ces résultats peuvent être appliqués aussi pour d'autres systèmes hyperboliques avec les traînées particulières. Et donc, si je compare maintenant toujours cette solution de Dressler avec les résultats expérimentaux, par exemple l'expérience de Brock, qui mesurait le profil des ondes, d'accord, les points. Et donc, on voit toujours cette erreur 30, 40, parfois 50%. Profil n'a rien à voir parce qu'il n'y a jamais ce chapeau pointu qui correspond aux solutions de Dressler. Il est plutôt comme ça, d'accord. Et d'ailleurs, Brock n'était jamais cité dans la littérature. Parce qu'en gros, il n'avait pas de modèle. Donc, du coup, pourquoi le citer? Parce qu'il était jeune, 67. Il a pu publier son premier article 3 ans plus tard. Quand même, c'est beaucoup. Il a soumis le papier qui était rejeté, etc. Bon, finalement, on l'a publié dans une revue, Hydraulic Research. Et donc, tout le monde savait à peu près que Dressler ne marche pas, mais bon, on n'a pas osé de le dire, en quelque sorte. Bon, donc, si on compare, ça ne marche pas. Finalement, donc, on a compris que si vous voulez décrire la vorticité, donc il faut recommencer du début. On ne peut pas utiliser l'équation de Sonnenwinner. Bon, je commence du début. Soit un écoulement à surface libre. Donc, j'ai l'équation d'Euler, des fluides incompressibles et parfaits. Par contre, je ne suppose pas que l'écoulement est potentiel. Donc, il y a un sixième dans l'écoulement. H de T, X, Y, c'est surface libre. Je suppose que j'ai un petit paramètre epsilon, H sur L, et j'utilise, comme d'habitude, les variables sans dimension pour ces équations. Donc, j'obtiens une variable sans dimension, ces équations. Petite u, en gras, c'est la vitesse horizontale de l'écoulement. Petit indice ici, 2, grade 2 signifie gradient par rapport à x, y uniquement. Et voilà, et epsilon carré pareil ici. Donc on voit que si epsilon égale à 0, donc on a pression hydrostatique. Et comme d'habitude, les conditions aux limites sont classiques, conditions de non-pénétration parce que j'utilise la paroi est plat, W égale à 0, pour Z égale à 0, conditions cinématiques, les surfaces libres constituent toujours des mêmes particules, et conditions dynamiques, pression égale à 0 sur les surfaces. Maintenant, je vais procéder de la façon suivante. Je prends ces équations et j'intègre ces équations le long de l'axe de Z de 0 à H. Donc, j'introduis U intégrale de 0 de H, U de Z, et puis R, j'appelle ça tenseur de Reynolds parce qu'il représente les différences entre vitesse instantanée horizontale uniquement et vitesse moyenne. Alors, donc, en intégrant en utilisant conditions aux limites, j'obtiens une conservation de la masse, c'est exact. Et par contre, la seconde équation, donc, elle n'est pas exacte, il y a une erreur de l'ordre O majuscule d'epsilon carré, liée avec le fait que j'ai remplacé pression par pression hydrostatique plus l'erreur de l'ordre epsilon carré. Et donc, on voit que nous avons besoin des équations pour tenseur de Reynolds. Bon, maintenant, c'est ça l'intervention, la vorticité. Je ne vais pas regarder, étudier le cas où vorticité, donc, dérivée par rapport à Z, UZ, parce que je vous ai dit déjà que vorticité, c'est epsilon carré Vx moins UZ, donc le terme principal, c'est UZ. Vorticité, si c'est de l'ordre 1, je ne peux rien à faire. Par contre, si je considère les écoulements faiblement cisaillés, au sens que dérivé U de Z, du sur dz, ou pour vitesse horizontale, dv sur dz, c'est de l'ordre O majuscule d'epsilon puissance alpha ou alpha, n'importe quel nombre plus grand que 0, alors on peut prouver que c'est quasiment évident que si vorticité était O majuscule de epsilon puissance alpha à l'instant t égale à 0, il sera O majuscule de epsilon puissance bêta, quel que soit t, où bêta c'est minimum 2 alpha. 2 alpha, pourquoi? Parce que vous avez l'équation de Helmholtz linéaire, dans le cas de D par exemple, vous mettez les termes qui contiennent epsilon carré à droite, et donc en gros vous avez l'équation linéaire pour les dérivés UZ plus les termes O majuscule d'epsilon carré à droite. Donc finalement, ça c'est évident. Et dans le cas multi-D, c'est pareil, parce que c'est toujours l'équation de Helmholtz. Finalement, il y a deux cas. Premier cas, si bêta est plus grand que 1,
l'écoulement est quasi-potentiel, une petite vorticité. Alors, ces termes R sont négligeables, c'est une norme dans C par exemple, sont négligeables, et donc on obtient des équations de Shellow-Wood, des équations de classiques. Par contre, si bêta est plus petit que 1, alors il faut les garder. C'est le cas intermédiaire. Epsilon 0 et 2 dans la théorie classique, écoulement potentiel, mais on peut avoir epsilon certaines puissances entre 0 et 2 si on veut prendre en compte la vorticité. Bon, finalement, l'équation pour Reynolds, on obtient assez facilement. Je prends l'équation de quantité de moment pour les vitesses horizontales. Je multiplie par U moins U moyenne. Je prends encore une fois la moyenne. J'obtiens une corrélation d'ordre 3, mais ces corrélations d'ordre 3 sont O majuscules de epsilon puissance 3 bêta. On les néglige. Je garde uniquement le terme epsilon puissance 2 bêta, et bon, j'obtiens ce système d'équations. Bon, c'est un système réversible qui admet l'équation de l'énergie. Les équations sont hyperboliques à condition que tenseur R, tenseur de Reynolds est défini positif, et c'est le cas parce que c'est Cauchy-Bonnikovski, parce que R composait des corrélations. Donc, tout va bien. Alors, ce qui est intéressant, si vous prenez n'importe quel livre sur les turbulences, bon, par exemple, j'ai regardé le livre d'Olivier Pironneau en particulier, et vous prenez n'importe quel modèle des écoulements turbulents, ils ont la même structure. Sauf il y a un membre à droite, S, et ça dépend des modèles. Vous changez S et vous obtenez des modèles différents. Donc, du coup, si vous faites les calculs numériques, par exemple, vous êtes obligé de faire une sorte de splitting. D'abord, calculer le modèle écoulement turbulent compressible avec S égale à 0, donc première partie, et puis, donc, ça dépend du modèle, calculer l'équation différentielle ordinaire pour trouver la solution complète. Donc, on peut dire que l'équation avec les 6 éléments correspond à S égale à 0, dans n'importe quel modèle de turbulence. C'est intéressant de voir quelle est la structure de cette équation pour le tenseur de Reynolds. Donc, on peut, par exemple, remplacer R par tenseur P, R sur O, pour tuer le terme divergence qui est ici. Et donc, maintenant, si je prends le miroir et je regarde l'équation symétrique, je prends l'équation pour P, miroir, et je commute les opérateurs. Et je tombe sur l'équation qui est très, très connue. C'est l'équation pour tenseur de Finger en théorie d'élasticité. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un tenseur de Finger? Soit petit x, c'est coordonnées eulériennes, grand x, coordonnées lagrangiennes. Je définis gradient de déformation f. Alors, pour f, nous avons une équation longue de trajectoire df sur dt égale t sur dx f. Pour f moins 1, c'est une conséquence. Et si je compose le tenseur G, f moins 1 transposé f moins 1, qui s'écrit aussi en termes de gradient de coordonnées lagrangiennes, ben, c'est l'équation de Finger, équation pour tenseur de Finger. Donc, équation symétrique, si je commute les opérateurs, ils s'intègrent à la même. Par contre, l'équation pour le tenseur de Reynolds, elle est compliquée. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ces équations sont exactement les mêmes si ρ de l'écoulement moyenne égale à 0. Par contre, donc, par rapport au cas classique, équation d'Euler, si ρ de l'écoulement moyenne est nul à l'instant t égale à 0, il ne sera jamais nul. Il y a une production de vorticité. Et donc, on peut interpréter aussi ce terme, cette équation plutôt en termes de valeurs propres et vecteurs propres de E, E alpha, nu alpha, valeur propre de P. P est défini positif, donc nu alpha positif. On peut trouver les équations pour les valeurs propres nu alpha et vecteurs propres I alpha. Bon, en gros, on peut dire que vecteur propre E alpha dans l'écoulement turbulent, tourne avec vitesse angulaire kappa, où les composantes de ce vecteur I de kappa, c'est une matrice antisymétrique. Les composantes de vecteur kappa sont calculées en termes de l'écoulement de moyenne. Et valeurs propres de P, qui sont une sorte de moments principaux de tenseur d'inertie, en quelque sorte, ne sont pas constantes, ils dépendent aussi de l'écoulement de moyenne. Bon, mais on peut voir certaines structures, on peut dire que chaque point de l'écoulement turbulent ou l'écoulement Shellow-Wood à deux couches
se comporte comme une petite toupie qui tourne avec certaines vitesses qui dépendent de l'écoulement moyen. Bon, de toute façon, on ne peut rien faire ici, dans le cas multi-D. C'est-à-dire qu'il faut calculer, il faut commencer à travailler parce que ça ressemble énormément toutes les difficultés liées avec les écoulements turbulents compressibles. Par exemple, dans le cas de dimension 2, on a 6 variables, mais seulement 5 lois de conservation. Donc, il faut trouver encore au moins 2. Pourquoi? Parce qu'en gros, une loi de conservation sert l'entropie du système. Donc, toutes les difficultés sont plus ou moins connues. Donc, Frédéric Coquel travaillait sur ça en particulier. Alors, je reviens vers le cas de réseau hydraulique. Le cas 1D. Donc, on a une seule composante du tenseur de contraintes, P1, et je présente cette composante sous forme phi h au carré. En gros, grand phi qui est ici, j'appelle ça entropie du système. En gros, la dimension de phi, c'est 1 sur seconde au carré. Donc, c'est carré de vorticité en quelque sorte. Donc, si phi égale à 0, pas de cisaillement dans le système. Et donc, dans le cas, lorsqu'il n'y a pas encore dissipation, on a un système très simple, équation d'Euler des fluides compressibles parfait. Équation de masse, équation de la quantité de mouvement, équation de l'énergie. C'est exactement le fluide compressible. Énergie interne, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Énergie potentielle, c'est 1 demi GH, c'est exactement le cas d'équation de Saint-Venant, plus le terme qui dépend de vorticité de cisaillement, phi H3, et pression P donnée sous forme explicite aussi, GH carré sur 2, on reconnaît ici ce qu'on a pour l'équation de Saint-Venant, plus phi H3. D'ailleurs, pour les équations d'Euler de fluide compressible, donner la pression sous cette forme signifie donner l'équation de type Mi-Grüneisen. D'accord? Voilà, ça c'est en gros l'équation de Mi-Grüneisen, c'est l'équation où l'énergie fonction de ρ plus fonction de l'entropie multipliée par fonction de ρ. Et c'est quoi l'entropie? On peut montrer qu'à partir de ces équations, grand phi se conserve. Donc phi joue le rôle de l'entropie. Donc on a aussi une analogie complète avec l'équation d'Euler des fluides compressibles, sauf il faut ajouter maintenant une nouvelle variable, l'entropie du système, qui qui mesure plutôt la vorticité de l'écoulement. D'accord? Donc, évidemment, le système hyperbolique, et la vitesse du son, c'est racine de GH classique pour Saint-Venant. Ici, il dépend beaucoup de vorticité de l'écoulement de phi. Bon, maintenant, on passe aux choses réelles. Parce qu'en gros, avoir un système parfait qui vient des équations d'Euler, c'est très bien. On peut faire l'étude déjà. Mais en réalité, il faut ajouter la traînée. Donc, on va ajouter les traînées de la façon suivante. Bon, mais il y a quand même les parois. Mais les parois, donc, du point de vue mathématique, on glisse. Mais en réalité, bon, ça traîne un peu. Donc, je vais présenter cette vorticité, cette entropie liée avec vorticité, je te compose en deux parties. D'abord, c'est une petite phi plus grande phi. C'est quoi petite phi? C'est vorticité liée avec le frottement près de la paroi. C'est une sorte de vorticité dans la couche limite qui est très très petite, mais qui n'est pas négligeable. En gros, et cette valeur de petite phi, elle est petite, mais pas zéro. D'accord? C'est la traînée près de la paroi. Et finalement, une grande phi correspond à tourbillon qui se forment dans le réseau hydraulique, pour lesquels on a l'équation à déterminer. En gros, petit phi, c'est une sorte de constante qui est liée avec les propriétés de la paroi, en quelque sorte. Pas plus. Bon, ce système ressemble énormément à l'équation de Saint-Venant, sauf dans l'équation de quantité de moment, on a ajouté les mêmes traînées, C norme de UU, C coefficient de Chézy, rien qui a changé. Par contre, dans l'équation de l'énergie, on ajoute constante CE, U cube, et CE différente de C. Si CE égale à C, ben, c'est exactement la même équation de Saint-Venant. Par contre, CE différente de C. Comment choisir cette CE? En gros, si j'écris bilan de l'entropie pour ce système, l'entropie, donc vorticité, doit diminuer le long de trajectoire.
vorticité se forme dans le réseau hydraulique et après il diminue. Et donc c'est pour ça qu'il faut que CE soit plus grand que C. Et d'ailleurs, c'est assez naturel parce qu'un ingénieur appelle ça, réseau hydraulique, dissipateur de l'énergie. Donc l'énergie se dissipe énormément. Gros tourbillons se forment d'abord et puis ils deviennent petites et dissipation est énorme. On a certains coefficients, donc en gros, comment les déterminer? On a des petits phi traînés près de la paroi. Comment déterminer petit phi? On a aussi CE plus grand que C, on a compris. Donc on prend CE sous forme C plus CR, phi sur phi plus petite phi. En gros, si il n'y a pas de vorticité, on trouve l'équation de Sonnenland classique. Par contre, si la vorticité est très grande, le coefficient de dissipation CR est nettement plus grand que C. Donc en gros, on a deux coefficients dans le modèle et comment les trouver? Et on trouve ces coefficients à partir des expériences faites en Suisse. En gros, ces expériences de qualité incroyable. Il y avait deux personnes qui faisaient d'un endroit différent les mêmes expériences. Et lorsque les résultats étaient les mêmes, ils mettaient un point. Si les résultats étaient différents, aucun point. Et donc, ils ont fait à peu près centaines d'expériences de ce type, étaient largement suffisantes pour déterminer ce constant petit phi, qui était vraiment une constante de 10, et dépendance CR comme fonction du nombre de fruits. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dès que nous avons déterminé ces coefficients, on commençait à regarder, par exemple, les solutions stationnaires de ces équations. C'est très simple, c'est la chose la plus simple. Et donc, solution stationnaire représente la chose suivante. D'abord, il y a un petit saut. Les relations de Rankine-Hughes pour ce système sont telles que le petit saut ne peut pas dépasser le hauteur du fluide avant le saut 2 fois. En gros, on sait que la relation de Rankine-Hughes pour le gaz, il y a toujours volume limite. On ne peut pas compresser le volume initial jusqu'à 0 parlant de choc, même de l'amplitude infinie. Donc ici, on ne peut pas compresser, on ne peut pas augmenter le hauteur plus que 2 fois. Pourquoi? Parce que, bon, en dynamique de gaz, c'est la température qui augmente énormément, tandis qu'ici, c'est la vorticité qui augmente énormément, c'est ça qui interdit d'augmenter. Donc, il y a un petit saut, plus petit que 2H1, et puis un profil régulier. Et donc, cette ligne continue, ça c'est courbe, solution stationnaire exacte, et ça c'est courbe obtenue à partir des expériences par certaines Hubert Chanson, un Français qui travaille en Australie. Et bon, nous étions vraiment très étonnés que la coïncidence est tellement bon. Et donc, ça marche aussi pour pour tous les nombres de fruits qui étaient étudiés. Bon, maintenant, on s'est dit, voilà, solution stationnaire. Est-ce qu'on peut obtenir cette solution stationnaire à partir de calculs non stationnaires? En gros, l'idée était que, comme pour l'équation de Sonnenland, je pars de n'importe quelle conditions initiales, si les conditions de limite sont stationnaires, je retrouve à la fin une solution stationnaire, ce qui est logique. Donc, on a un système hyperbolique très simple. Donc, Vt plus f de Vx égale f de V. V vecteur avec les composantes H, HU, énergie. D'accord, tout va bien. On a les conditions initiales, on a les conditions aux limites en termes de phi, mais qui peut être exprimées en termes de l'énergie. Équilibre des potentiels. Pour x égale à 0, on donne le hauteur h, on donne le dB, ils sont les constantes qui sont données. Et à droite, on a une condition de limite spécifique qui lie le dB et le hauteur de l'eau. Donc en gros, il y a 3 caractéristiques qui rentrent, une seule qui rentre pour x égale à L, à la fin du canal. Bon, on lance les calculs. Et après, nous étions très étonnés parce qu'il n'y a rien qui marchait. Donc, on utilisait une méthode classique pour l'équation hyperbolique, méthode HLL. Et bon, on s'est dit peut-être qu'il n'est pas suffisant, parce qu'en gros, au lieu d'avoir une solution stationnaire, on est toujours oscillation, donc on ne comprenait rien du tout, ce qui se passe, etc. Et puis, on a changé les méthodes. On a écrit un nouveau code HLLC en disant qu'il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a une caractéristique liée avec vorticité, dx sur dt égale à U. Et on a eu les mêmes résultats. D'accord ? Je montre ces résultats. Voilà, au début, un truc assez chaotique
d'accord, on voit que tout bouge, d'accord, ce qui est normal, parce que par exemple, mes conditions limites sont stationnaires. La position du réseau, d'accord, il bouge. Et le réseau hydraulique, d'accord, la discontinuité, crache, la turbulence, les tourbillons sans arrêt. Et après, on voit que ça devient plus ou moins stationnaire. En gros, il y a une certaine fréquence qui apparaît, qui ne bouge pas du tout. Et après, ça crache, mais de façon uniforme. Il y a une sorte d'oscillation qui apparaît dans l'écoulement. Et ça marche pour les deux codes numériques de la même façon. On se dit, il y a un truc quand même. Alors, et en effet, on a trouvé expérience faite en Chine, à l'université de Macao, par Mok, qui a remarqué la chose suivante. Si le nombre de fraudes est plus grand que 1,5, on a toujours un réseau hydraulique qui n'est pas stationnaire. Il oscille, il crache, il y a une certaine fréquence bien spécifique qui dépend uniquement du nombre de fraudes. Si le nombre de fraudes augmente, cette fréquence diminue, mais il est pareil tout le temps. Ça, c'est position du réseau hydraulique, d'accord, Fourier, transformé de Fourier, et donc il y a une fréquence spécifique, par exemple ici. Par contre, si le nombre de fraudes est plus petit que 1,5, rien que, en gros, c'est stationnaire. Donc, en gros, on ne comprenait pas du tout pourquoi est-ce que ce nombre de fraudes critiques, 1,5, apparaît dans notre analyse aussi numérique. On a fait expérience numérique, on a pris le nombre de fraudes 1,3, poum, ça devient stationnaire, 1,7, non stationnaire. Bon, finalement, nous étions très contents parce que les deux méthodes donnaient la même chose. Donc, il y avait une sorte de bifurcation de Hopf qui apparaissait, condition de limite stationnaire, n'importe quelle condition initiale, et puis on trouve le régime oscillatoire à partir de nombre de fraudes plus grand que 3,5. Et finalement, on a compris après les raisons, et cette raison réside dans l'équation d'état. Je vous ai dit déjà que l'équation d'état, ce n'est pas le gaz polytropique, c'est le gaz de type Mie-Gruneisen. Donc, pression, c'est G H carré sur 2 plus phi, une sorte d'entropie, multiplié par H3. Et donc, ça change beaucoup de choses. Donc, finalement, si je prends l'équation de Saint-Venant et je trace ici H1, c'est l'épaisseur de la couche avant le réseau, H étoile juste après le réseau. D'accord ? Pour l'équation de Saint-Venant, pour le débit donné, c'est une courbe qui décroît. Pour l'équation, nos équations, c'est une courbe qui n'est pas monotone. Si je trace H étoile, l'état après le choc, comme fonction de l'ordre de Froude, j'obtiens, ça c'est Saint-Venant, il est toujours monotone. Par contre, ici, pour Froude égale 1,5, la monotone change. Donc, du coup, si Froude est plus petit que 1,5, les ondes de choc sont instables, on peut démontrer à la main, en quelque sorte. Pour Froude plus grand que 1,5, ils sont instables, c'est pour ça oscillations apparaissent. Donc, tout est logique pour ce modèle. Finalement, encore une fois, parce que ce n'est pas suffit de dire oui, on a un joli modèle, etc., donc ça marche parfaitement, il faut comparer l'expérience. Et donc, finalement, on a trouvé que la fréquence d'oscillation de la position du réseau hydraulique est une fonction décroissante avec le nombre de Froude, comme ça se passe dans l'expérience. Et donc, ça, c'est conséquence du modèle. Finalement, certaines, on a eu des questions, donc, surtout cette année, donc de cette année. Ben, écoutez, donc, le fait que le réseau hydraulique oscille, plutôt la position du réseau hydraulique oscille, c'est naturel. Vous avez un domaine fini, donc vous avez des ondes acoustiques qui se propagent à gauche, à droite, ben, c'est pour ça que ça oscille. Donc, en gros, ça n'a rien à voir avec la bifurcation de Hopf. Et donc, il fallait faire une expérience numérique, d'accord ? On a augmenté la longueur du canal. On a pris, ça correspondait aux expériences, 3,5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, jusqu'à 20 mètres, pour le même nombre de Froude. Et de mesurer les fréquences. Ils étaient les mêmes. En gros, il y avait un décalage, d'accord, mais la valeur de la fréquence ne changeait pas. Et ça, c'est pour les nombres de Froude différents. Pour un nombre de Froude, vous changez le canal 10 fois, rien qui change. Vous changez
notre nombre de fruits va changer le canal 10 fois, rien qui change. Donc finalement, c'est une caractéristique spécifique des équations. Donc il faut faire un théorème, d'accord, prouver qu'en effet, pour le nombre de fruits qui dépasse 1,5, c'est la bifurcation de Hopf qui se produit. Bon, c'est fini avec les réseaux hydrauliques. On passe rapidement au trait de rouleau. En gros, je ne vais pas maintenant parler beaucoup, juste présenter les résultats. Comme je vous ai dit, si je prends l'équation de Sven-Venant et cette fameuse solution de Dressler, qui est solution périodique discontinue, et finalement, qu'est-ce qui se passe avec nos équations? On peut construire aussi les équations, plutôt solutions stationnaires, c'est à la main, d'accord, c'est explicite, et on met sur cette solution stationnaire les expériences, les points expérimentaux de Brock. Ça marche parfaitement, et c'est pas, on peut entrer ici deux cas, les meilleurs évidemment, mais par contre, on a fait aussi cette comparaison avec tous 11 expériences qui étaient faites par Brock, et l'erreur est petite. Donc en gros, ça marchait parfaitement. Donc au moins, ce modèle capable de prédire changement rapide et formation de vorticité dans l'écoulement classique. Et enfin, dernier résultat, c'est pour dire, oui, en effet, on a eu une solution stationnaire, mais est-ce qu'on peut avoir cette solution stationnaire à partir d'une condition initiale quelconque? Est-ce que cette solution est stable en quelque sorte, au moins numériquement? Ben, en effet, elle est stable. Donc en gros, on a fait la chose suivante. On a un plan incliné, d'accord, écoulement uniforme qui devient instable à partir d'un nombre de fruits plus grand que 2. On a perturbé un peu cet écoulement, d'accord, et on a mis ça dans la boîte périodique, c'est-à-dire ce qui rentre, sort d'ici, ça rentre à l'intérieur. Donc on a fait les calculs d'une boîte périodique avec une petite perturbation de surface libre. Et donc noir ici, c'est la surface libre. Et donc on voit comment ça évolue. Voilà, ça bon, ça devient instable. Et finalement, à la fin, on obtient une solution qui est stationnaire. Ça correspond exactement à la solution stationnaire. Donc, solutions de type train de rouleau sont stables au moins numériquement. Voilà, donc, résultats sur les trains de rouleau et sur les réseaux hydrauliques sont publiés dans Journal of Fluid Mechanics. Et bon, peut-être que je suis trop rapide, mais bon. Finalement, les conclusions du travail. Donc, un nouveau modèle d'équation des eaux peu profondes est obtenu, qui prend en compte la vorticité de l'écoulement. Et ce modèle était confronté avec au moins deux cas classiques, réseau hydraulique et les trains de rouleau. Et chaque fois, on a eu une bonne comparaison de l'expérience. Et surtout, ce qui est plus important, on a retrouvé ce phénomène, apparition des oscillations de la position du réseau hydraulique à partir du nombre de foot 1,5 qui est confirmé expérimentalement. Et actuellement, on travaille sur l'étude. On essaie de comprendre ce qui se passe dans le cas de D. C'est un travail avec Boniface Nkong à l'Université de Nice. Et bon, toutes les difficultés liées avec les systèmes non conservatifs multi-D sont là. Donc en gros, on cherche le Graal de la turbulence en quelque sorte, mais bon, on ne trouve pas peut-être, on ne sait pas. Voilà, je pense que c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.